bonjour à tous. Maintenant que vous êtes connectés, vous nous suivez sur Zoom. Vous pouvez mettre la traduction en direct en anglais si vous êtes non francophone et vous nous suivez également sur Facebook Live. Donc, je suis Axel Scoffier, je suis directeur général adjoint d'Unifrance et avec Christine Gendre, la chef du service court-métrage, nous avons souhaité organiser cette rencontre avec 5 réalisatrices et réalisateurs de courts-métrages d'animation présentés à Clermont-Ferrand cette année en compétition ou en labo. Christine, je te laisse dire quelques mots également. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir joué le jeu et répondu favorablement à cette invitation. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette table ronde ou cette séance autour de l'animation et de ces 5 réalisatrices et réalisateurs autour de leurs films présentés en compétition nationale et en compétition labo. Et vous pouvez poser des questions, échanger avec eux, nous poser des questions aussi, enfin surtout leur poser des questions à eux. Et enfin, l'idée, c'était de creuser un petit peu l'animation enfin le cinéma par le prisme de l'animation et comment ces réalisateurs donc, qui ont répondu à notre invitation se situent par rapport à ça, comment ils ont imaginé, conçu leurs films, comment ils les ont écrits, financés, d'où ils viennent, quel parcours ils ont eu. Et je vais peut-être donner la parole tout de suite à Julie Cathy pour qu'elle nous raconte un peu son parcours et qu'elle nous parle de son dernier Vous avez court-métrage, donc prévu Normal. une toute petite introduction de chacun avant, si tu Ah, veux. pardon. Ça fait gagner du temps pour les intervenants qui peuvent directement parler de leur film. Donc, Julie Cathy, qui est réalisatrice de Normal, produit et distribué par Sacre Bleu, qui raconte la rencontre un peu psychédélique de Danny, un riche héritier un peu blasé, amateur de Magic Powder avec Karl Marx et le capitalisme. C'est ton deuxième court-métrage et ce court a été sélectionné dans de nombreux festivals depuis plusieurs mois, en Asie, à Bucheon, au BIAF et très récemment au Flickfest où il a reçu un prix. Bah, peut-être je te donne en premier la parole et pour que tu, comme le disait Christine, nous en parle un peu plus. Alors, je vous parle un peu plus du film. Je commence par mon parcours personnel. Qu'est-ce que vous préférez? Peu importe. Peu importe. D'accord. Ok. Alors moi, en fait, je viens presque de débouler dans l'animation. C'est pas du tout. J'ai fait les arts décoratifs à Paris, mais pas du tout en animation. Donc, j'étais en images imprimées, illustration. Et il y a quelques années, j'ai eu envie de donner vie à mes dessins. Donc, je me suis auto-formée, on va dire, dans l'animation. En tout cas, j'ai fabriqué ma propre cuisine parce que je ne suis pas une grande technicienne ou une animatrice de folie. Par contre, voilà, j'ai trouvé le moyen de raconter mes histoires à ma manière en inventant ma manière de faire de l'animation. Et donc, Normal, c'est mon deuxième film après Eden que j'ai réalisé en 2017. Donc, Normal, il est né en mars 2020, youpi, vraiment date de naissance super parfaite pour un film. Et donc, il a commencé son parcours de festival de manière un peu chaotique, je dois dire, mais je pense que c'était le cas pour tout le monde. Donc, la genèse du film, c'est... Moi, j'ai une grosse obsession. J'ai grandi au fin fond de la campagne. Je vis toujours au fin fond de la campagne. Et je suis très, très attachée à la nature, très, très, très attachée au rapport que l'on a avec le monde naturel. J'ai grandi aussi dans un milieu hyper sensible à l'écologie, etc. Donc, voilà, ça, c'est un truc que j'ai en tête depuis que je suis môme. Et donc, je me pose des milliards de questions sur comment on se comporte au monde, comment on est au monde. Et Normal, tout comme Eden, pour moi, c'était
une manière de partager ces questions avec le spectateur et vraiment pas d'amener des... Enfin, je me sens incapable d'amener des réponses. De toute façon, on est dans un monde hyper complexe où amener des réponses, ça serait un peu sentencieux et prétentieux. Mais voilà, ce film, c'est vraiment, pour moi, c'était une manière d'exprimer mes doutes sur le système dans lequel on vit, le système dans lequel le monde occidental vit, et donc ce système capitaliste, néolibéral. Et donc de dire, je pense que la phrase clé du film, c'est la phrase qui arrive à la toute fin du film et qui dit: il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et en fait, quand j'ai découvert cette phrase, je me suis dit, waouh, bah oui, on est vraiment là-dedans. Ça fait une vingtaine d'années qu'on voit des tas de films catastrophes, avec des grosses catastrophes écologiques et tout ça. Et en fait, on n'arrive pas du tout à remettre en question le système dans lequel on vit, alors que la problématique, a priori, elle vient de là. Voilà, pour une première présentation du film. Je vais finir le tour de table, comme ça tout le monde est présenté, et ensuite on donne la parole à, par exemple, Héloïse. Non, non, mais pas de problème. Donc Héloïse Ferlet, qui est la réalisatrice de À la mer poussière, qui est l'histoire de deux jeunes filles, de deux enfants, une grande sœur et un petit frère, livrés à eux-mêmes un été avec une mère un peu présente, absente. C'est un film réalisé en stop motion à base de figurines en laine, qui est ton premier film, court-métrage de fin d'études, qui a été présenté à Annecy l'an dernier, qui a été sélectionné dans beaucoup de festivals. On a été plus de 96 sélections et une trentaine de prix, donc c'est beaucoup. Et il est récemment, grâce au prix nord-américain, il est rendu éligible aux Oscars. On a aussi Mathilde Parquet, qui est la réalisatrice de Trona Pinnacles, hein, si je le dis bien, produit par Jirel Productions et distribué par Mew Distribution, qui est l'histoire de Gabriel coincé dans les paysages majestueux de la vallée de la mort avec ses parents qui se tapent dessus. C'est ton troisième court-métrage, et dont deux étudiantes, et qui commence, lui, pour le coup, sa carrière en festival qui a été terminée l'année dernière, en cours d'année, et qui a déjà recolté un prix à Angers la semaine dernière, à premier plan, et qui sera à Anima à Bruxelles, au festival Animation First à New York en ligne cette année, et, et j'espère bien d'autres. On a donc également Paul Mas, qui est le réalisateur de Précieux, produit par Je suis bien content et distribué par l'agence du court-métrage, qui est l'histoire de deux enfants à l'école, une petite fille un peu à part et un jeune autiste. C'est ton deuxième long métrage, et il a aussi été... Court métrage, Axel. Long métrage, mais et c'est pas qu'il paraît long, c'est que c'est un lapsus. Il a été sélectionné aussi déjà dans plusieurs festivals. Alors j'étais y retrouver, il y en a quand même beaucoup. En 2020, il y a eu en Belgique, à Puttchen aussi, un peu partout dans le monde, mais malheureusement, je pense que comme les autres, vous n'avez pas eu l'occasion de beaucoup l'accompagner physiquement. Et puis, dernier invité, Bastien Dubois, qui est le réalisateur de Souvenir, produit par Blast et distribué par Mew Distribution, et qui est le récit d'une quête d'un garçon, d'un jeune homme, sur l'histoire de son grand-père en Algérie. Et Bastien, c'est ton troisième court-métrage qui a été sélectionné aussi dans de très nombreux festivals. C'est ça. Et qui vient de remporter le prix à Sundance du meilleur court-métrage d'animation, qui le rend éligible aux Oscars l'année prochaine. Voilà, Christine, est-ce que tu veux rajouter des choses pour présenter nos invités? Je rajouterais que voilà, on a affaire là à des réalisateurs dont je pense qu'ils vont aller très loin. C'est déjà le cas pour celui qu'on connaît le plus aujourd'hui, c'est Bastien, mais qui œuvre dans l'animation depuis de très longues années. Parce que je suis plus vieux, hein, c'est tout. Ouais, oui, mais bon, voilà. Et puis pour vous, les nouveaux venus, d'ailleurs, vous avez vos films sont des premiers films professionnels ou le premier film d'école. Et moi, j'ai envie de poser la question à ceux d'entre vous dont c'est le premier film professionnel, comment s'est passée la rencontre avec votre producteur, et d'ailleurs, comment les producteurs se positionnent par rapport à tous
ces jeunes animateurs que vous êtes et qui sont en train de terminer leurs études, qui s'apprêtent à passer de l'autre côté de la barrière, on va dire, et pour être produits par des sociétés qui vont vous mettre en avant. Et donc, après vos études, comment est-ce que vous êtes repéré? Voilà, la question que je voulais poser, en fait, est-ce que vous êtes repéré pendant votre cursus ou est-ce que vous avez, grâce à votre cursus plus énormément de contacts avec le milieu professionnel, justement, pour vous positionner en tant que jeune réalisateur d'animation et solliciter des sociétés dont vous pensez qu'elles pourraient être séduites par vos univers respectifs. Mathilde, est-ce que tu voudrais répondre à Oui. Cette question? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Et ben moi, pour Trona, Jirel, je crois, si je dis pas de bêtises, Marion a attendu sagement de voir si j'avais les pitchs. Donc j'ai eu le pitch de Rennes, puis le pitch d'Annecy. Et du coup, je pense qu'au moment du pitch d'Annecy, ils se sont dit bon, si elle est là 2 fois, peut-être que ça vaut le coup de se pencher dessus. Enfin bon, là, je parle en son nom, alors je peux pas être certaine, mais je crois. Et du coup, on s'est rencontrés au pitch d'Annecy. Où moi j'ai totalement raté mon pitch, c'était une catastrophe. Mais eux, ils n'ont pas pu rentrer dans la salle, il y avait trop de monde, donc je suis bien contente qu'ils l'aient loupé. Donc on s'est vu juste après le pitch et on a discuté, donc c'était à partir du dossier qu'ils avaient lu. Et oui, je pense qu'en fait, ils l'avaient aussi lu parce que j'ai été à la Poudrière et j'ai été dans la première année où ils avaient lancé en gros, il y avait la Poudrière et le CEA, qui est une école de scénario, qui s'est associée pour créer une résidence. Donc, il y avait, je crois que c'était une semaine d'écriture à la Poudrière avec un jeune ou une jeune scénariste sortie de l'école et nos projets. On a écrit pendant une semaine et après, on avait un mois de résidence à Cyclic. Et donc, comme ils connaissent bien Cyclic, ils avaient eu mon dossier aussi comme ça. Et donc, après, on a discuté et ça a pris un peu de temps. Je n'arrivais pas à me décider. Je voulais être sûre que les producteurs qui me suivent soient des partenaires qui me suivent dans l'histoire et ne soient pas des gens avec qui on aurait eu des différends, en tout cas sur l'histoire. C'est déjà assez compliqué de faire un film. Donc, c'est bien d'avoir au moins la même vision du film. Donc, j'ai attendu pas mal de temps avant de me décider. Eux, ils sont venus me voir à Cyclic quand j'étais en résidence d'écriture là-bas. Et je leur ai fait part un peu des évolutions sur mon film, des éléments que je décidais de rajouter. Je voulais voir un peu comment ils réagissaient. Et en fait, je les ai trouvés très à l'écoute. Et en fait, principalement, ils me disaient, bon, bah, si tu le sens, fais-le comme ça. Et ça, j'ai bien aimé cet esprit. Du coup, après, j'ai décidé de m'engager avec eux. Et Marion Lacotte, donc la productrice qui m'a suivie, a été super du début à la fin, très présente. Et elle m'a toujours beaucoup portée. En fait, elle m'a jamais donné son avis en me disant moi j'aurais fait comme ça ou ça, je suis pas sûre que ce soit bien. C'était à chaque fois, mais quelles sont tes intentions? D'accord, donc ton intention c'est ça. Donc dans le scénario, peut-être que ça c'est contradictoire ou peut-être qu'il faudrait retravailler ou voilà. Et donc c'était passionnant et c'était vraiment top. Voilà. Et pour toi, Héloïse, ton parcours jusqu'à l'aboutissement de ton film? Eh bien, mon film, c'est pas un film professionnel, c'est mon film de fin d'études des arts décoratifs. Même si je l'ai fait avec une équipe un peu plus importante que ce dont on a l'habitude de voir qui sort des arts déco, qui sont souvent des films qui ont été faits par des personnes toutes seules. Et donc voilà, j'ai pas d'expérience à décrire pour l'instant avec des producteurs. Même si ça m'intéresse de savoir ce que tu racontes pour le futur et la suite. Et pour toi, Paul? Bonjour. Eh bien, moi de mon côté, j'étais déjà venu à Clermont-Ferrand avec mon film de fin d'études qui s'appelait Children. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai fait un stage. Je suis bien content.
sur un court-métrage qui s'appelle La mort, père et fils. Et parce que produit par Je suis bien content. Ouais. Pardon? Oui, Hein? oui, produit par, Ok. par retour, par Je suis bien content aussi, Voilà. oui, bien sûr. Je crois que c'était autour de minuit qui distribuait. Il y avait quelque chose comme Absolument. ça, je crois. Et en fait, j'étais stagiaire là-dessus. Et en fait, j'aime beaucoup la stop-mo. Et puis Marc Jousset, du coup, qui est le producteur principal de Je suis bien content, avait entendu parler de mon film de fin d'études. Je suis désolé, il y a les travaux dans ma rue, hein, donc si ça fait du bruit, je m'en excuse. Et en fait, il m'a demandé si j'avais simplement un autre projet dont j'avais parlé à Perrine Capron, qui est directrice de production sur le film et qui était la productrice du film. Voilà, donc je lui ai parlé de ce film-là, et puis elle m'a dit vas-y, on le fait. Voilà. Ce qui a été vraiment très chouette de leur part, parce que ils avaient honnêtement aucune. La production du film et le fait qu'on décide de partir dans le circuit de financement, c'est pas fait par les canaux habituels, quoi. On n'a pas fait de séance de pitch, on a tout de suite fait les dossiers, quoi. Ce qui m'a plu. Voilà. Parfait. Et Bastien, tu vas nous parler de ton long parcours et de ce très joli film, Souvenir, après être passé entre les mains de Sacre Bleu Productions. Là, tu livres un Souvenir qui circule partout dans le monde. Et voilà, un producteur, Blast Productions, comment s'est-il intéressé à toi? Est-ce que c'est le sujet qui l'a convaincu qu'il pouvait produire ce film-là, ou est-ce que tu connaissais déjà le producteur et au point que vous êtes partis dans l'aventure ensemble? Alors, je vais essayer d'être concis. En fait, j'ai rencontré donc Amiel Tenenbaum, qui est un des deux associés de Blast, avec Simon Pénochet, donc c'est les deux producteurs du film. J'ai rencontré donc Amiel à une soirée, et il m'a parlé d'un projet de long métrage qu'il avait en développement. Le projet de long métrage ne s'est pas fait pour différentes raisons. Du coup, quand on a vu que le projet était en train de s'arrêter, bon, en l'occurrence, il y a le scénariste qui est décédé. Et donc, quand on a vu que le projet ne se ferait pas, il m'a demandé si j'avais d'autres choses. Donc, on a commencé à développer comme on se rendait bien, on a commencé à réfléchir sur plusieurs trucs. Et puis notamment, donc, on a commencé à développer un projet de long métrage. Et à un moment, j'ai eu besoin de faire une pause parce qu'au bout de 2-3 ans d'écriture, j'en pouvais plus. Et donc, je suis parti. Je lui ai dit, j'ai ça dans les cartons, c'est un truc que je me traîne depuis des années. Et j'avais eu un déclic en fait sur Souvenir, parce que c'est un truc auquel je réfléchissais depuis que j'étais, je pense, vieil ado, jeune adulte, quoi. Et voilà, il y a eu un déclic. Et je lui ai dit, tiens, écoute, on se réunissait, on avait une réunion prévue pour le long métrage. Et à la fin, au café, je lui ai dit, écoute, j'ai écrit ça, je sais pas ce que tu en penses. Et puis il m'a dit, ok, c'est bon, on y va. Et ça s'est enchaîné assez vite pour la mise en route. Mais après, je pensais que j'avais passé 1 an dessus, j'ai passé 4 ans. Non, ce que je trouve intéressant dans les films que vous avez les uns et les autres réalisés, d'abord, le hasard peut-être fait que vous êtes là réunis autour donc de l'animation, comme évidemment, mais et vos films, peut-être à part celui de Julie, traitent de sujets qui ont un rapport aux relations familiales, à la jeunesse, qui questionnent le rapport parent-enfant, etc., etc. Est-ce que ce sont des sujets qui vous paraissaient, qui vous tenaient à cœur? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour traiter de ces sujets-là? Est-ce que ce sont des histoires vécues? Est-ce que voilà, comment sont nées dans votre esprit ces histoires, et est-ce que vous les avez imagées avant de les écrire?
est-ce que vous les êtes dessinées dans votre tête avant de les écrire et avant qu'elles aboutissent à un scénario que vous avez pu proposer à vos producteurs? Tu veux que je réponde et on repart dans le sens inverse? Si tu veux. Allez, c'est parti. Moi, j'avais pas forcément dans mes inspirations de films ou dans les précédents projets que j'ai développés l'ambition de faire des films sur les relations intrafamiliales. C'était pas forcément ma came, mais ce film, j'ai pas vraiment eu le choix de le faire. C'est imposé à moi plus que je l'ai choisi. Et je voulais dire un truc, j'ai oublié. Je sais plus. Bon, enfin, bref, voilà. Ah oui, si. Et en fait, comment le projet s'est écrit et comment enfin, c'est un peu ça ta question, c'était comment le projet est venu à nous. Est-ce que vous le pensez, est-ce qu'il Ouais. vous l'imaginez C'est ça, ok. dessiné avant de l'avoir écrit, ou est-ce que c'est voilà, c'est ça. Ok. Chacun a sa façon, j'imagine, de procéder. Les scénarios sont écrits d'abord et dessinés, storyboardés ensuite. Est-ce que quelquefois ça peut être le contraire? C'est un peu la question que je vous pose. Donc là, en fait, le film, c'était à la base, l'envie était de faire le récit de ce qui était arrivé à mon grand-père en Algérie. Comme il ne racontait rien, j'ai essayé de faire un autre film sur ce que moi je pouvais être amené à imaginer du fait que mon grand-père racontait rien, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais dans le déni et que c'était pas lui le problème, c'était moi qui n'étais pas en mesure de poser les bonnes questions. Et donc voilà, j'avais plein de tentatives comme ça avec des questionnements divers et variés. Et à un moment, j'expliquais ça à quelqu'un, la personne m'a dit, mais écoute, arrête d'essayer de faire un film sur l'Algérie, fais un film sur toi qui essaie de faire un film sur l'Algérie. Et donc, quand je suis passé sur une feuille de papier pour essayer d'écrire ça, en gros, en une après-midi, j'ai écrit 15 pages de scénario et c'était quasiment, il y avait 90% du film qui était là. Ce que j'ai présenté à mon producteur, c'était ça, c'était genre une après-midi d'écriture, le lendemain, je lui fais lire. Et parce qu'en fait, le récit, la narration, je la connaissais par cœur parce que c'était un truc que je me traînais depuis longtemps et que je racontais souvent à des gens que je croisais comme ça. On voit un peu ça dans le film. À un moment, je casse les pieds à pas mal de gens avec mon histoire d'Algérie, nanana. Et en fait, le récit, je le connaissais. C'était la narration que j'avais autour d'un verre, dans un vestiaire de boxe, ou avant que le film commence au cinéma, raconter, ah, je suis en train d'essayer de faire ci, ça. Et cette narration-là elle était déjà inscrite en moi, donc c'était assez facile à sortir après, à formaliser pour en faire un film, pour avoir un découpage, etc. C'était un peu plus compliqué, mais... Paul, tu veux bien nous parler de la façon dont tu as imaginé cette histoire? En fait, pour Précieux, l'histoire, elle est venue de mon arrivée sur le monde du travail et de plusieurs désenchantements que j'ai eus, en fait. Voilà, quoi, je pense que j'étais à MK où on était tous les étudiants marxistes, socialistes, persuadés qu'on finirait à ouvrir un corps de ferme pour faire nos films super radicaux et originaux. Et en fait, après, on s'est tous mis à bosser sur Audi et les cafards. Mais non, il y a un truc donc il y a eu une forme de désenchantement de ma part de ce côté-là. Et en plus de ça, des galères que j'avais de mon côté pour trouver du boulot parce que j'avais essayé de faire la stop-mo, qui est vraiment un peu le parent pauvre de l'animation, quoi, en termes de taf. Et donc, du coup, j'étais un peu. Enfin, en gros, j'ai découvert le libéralisme, quoi. Un peu trop tard, d'ailleurs, je pense. Et je me suis demandé d'où ça pouvait venir et j'ai voulu mettre ça en scène, parler de ça, quoi. Et je me suis aperçu que plus j'essayais de comprendre les ressorts d'acceptation, de l'éviction d'une personne ou une prise de pouvoir de l'un sur l'autre, plus je m'apercevais, enfin plus je me rapprochais de l'enfance, quoi. Et le film, en tout cas pour l'écriture, s'est développé comme ça. Et après, pour ce qui est vraiment je sais pas comment dire, mais de l'image et de la mise en scène. En fait, moi, l'image est une conséquence absolue de l'écriture. C'est-à-dire que j'essaie de dessiner le moins possible quand j'écris. J'y arrive pas parce que je dessine toujours un peu à côté, mais j'essaie de dessiner le moins possible quand j'écris pour vraiment mettre l'image au service de l'écriture et du propos. Voilà. Bon, Mathilde? Oui, d'où m'est venue l'histoire.
moi, c'est inspiré d'un voyage que j'ai fait, mais je n'avais pas particulièrement l'intention de faire ce film ou de raconter cette histoire à la base. Et en fait, quand j'étais à la Poudrière, en fin de première année, pendant l'été, on doit commencer à écrire des scénarios, des scénarii. Et on doit proposer 2 projets pour l'année suivante pour faire son film de fin d'études. Et donc, pendant cet été-là, je réfléchissais, je ne savais pas quoi raconter. Puis, il y a eu 2 idées qui sont venues, dont celle-là. Et finalement, celle-là est devenue trop longue, donc je l'ai gardée pour plus tard. Mais ça a été assez difficile parce que j'ai fait avant plutôt des films souvent un peu fantastiques, un peu étranges, qui finalement, je me rends compte, étaient quand même très liés à la famille en fait avant, sans que ce soit forcément très conscient. Là, ce qui était compliqué, c'était de ne pas faire un film réaliste ou social ou un film sur ma famille. Ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais pas envie de... J'ai eu du mal aussi à décider les personnages, est-ce qu'ils ressemblaient à ma famille ou pas. J'ai essayé de faire d'autres... de les faire ressembler à des gens très différents. Puis au bout d'un moment, je me suis dit que ça n'avait pas de sens, qu'il fallait que j'assume les choses. Et en fait, le fait d'avoir travaillé avec une scénariste, donc Sarah Maléon, qui m'a aidée, qui est sortie du CEA, elle m'a énormément aidée justement à réussir à faire de cette histoire une histoire de scénario et pas l'histoire de ma famille qui finalement, j'avais pas particulièrement envie de parler de ma famille, j'avais surtout envie de parler de ce moment magique qu'on avait vécu dans le désert et qui nous avait tous beaucoup marqués. Et finalement, au-delà de, même si bien sûr le film parle de la famille, il parle surtout d'un moment où on était tous face contre un mur et on ne savait vraiment pas comment sortir. Et on a vécu un moment magique. Donc en fait, c'est surtout ça. Et comme j'aime bien les films fantastiques et que je trouvais qu'en fait l'histoire était déjà fantastique en elle-même, ça m'a inspirée, ça m'a donné envie d'écrire ce film. Et par rapport au dessin, moi, c'est un moment assez douloureux à chaque fois, le moment du graphisme. J'aime beaucoup dessiner, mais j'ai beaucoup de mal. Bon, bref, c'est dur. Et du coup, je fais toujours des illustrations un peu rigides, pas top, quand je fais des recherches. Et donc, quand j'écris, je dessine pas du tout. J'ai pas d'image en tête. Si, j'ai des images en tête, mais pas des dessins. Et donc, en fait, j'écris et je dessine au dernier moment. Et en fait, maintenant, je dessine surtout au moment du board. Et c'est là, de la mise en scène. Et c'est vraiment là que les personnages prennent vie et que j'arrive à les dessiner et qui commencent à se débloquer, qui sont plus comme ça, là, tout bloqué sur une feuille de dessin. Et donc, j'ai vraiment en fait besoin de faire des films pour faire des images, des illustrations, des choses comme ça. C'est très difficile pour moi. Donc voilà, j'ai plutôt dessiné une fois que l'histoire était en place. Alors, on pose la même question à Julie. Alors, comment est venu ce film? En fait, ce film, c'est presque une suite logique d'Éden pour moi. Alors, Éden, ça racontait, je pitch très vite Éden, c'est Adam et Ève qui partent du paradis et qui arrivent dans notre monde, dans une grande cité, dans notre monde actuel, dans un fast-food. Et donc, on parlait déjà de consommation, on parlait déjà de tout ce paysage-là. Et donc, normal, j'ai juste déplacé les choses. C'est plus Adam et Ève, c'est Danny, seul, qui est un hyper consommateur et qui va avoir pour mission de réparer le monde. Il va s'en sortir moyennement, on va dire. Mais voilà, c'est un peu... ouais, c'est ce que je disais au début, en fait. J'ai vraiment une obsession et je pense que c'est drôle. Il y a plein de gens qui disent qu'on fait toujours le même film et j'ai presque cette impression-là de me dire, OK, je vais peut-être raconter toute ma vie ou une partie de ma vie, la même histoire, mais avec, en employant des formes différentes et en traitant toujours de sujets qui me tient vraiment à cœur. Super. Donc, voilà, Axel, tu veux prendre le relais? Tu as ce qui vient d'être... Ah, pardon, je ne t'ai pas questionné. Héloïse, excuse-moi. Mais tu l'as skippé. Excuse-moi. À toi, Héloïse. C'est pas grave. Pardon.
Euh, Eh bien, moi, c'était plutôt l'histoire d'un ami. C'était les anecdotes qu'il me racontait. Et la situation familiale est partie de sa situation familiale, ou plutôt de l'image que j'en avais. Et il me racontait comment sa maman, héroïnomane, était là sans être là, avec son frère et lui, et que son grand frère volait la nourriture dans son assiette. Et en fait, ces deux garçons ont grandi pour devenir le plus grand, celui qui a eu la nourriture très baraque et grand, et le petit tout fin. Et j'avais l'impression que cette scène de leur enfance les avait modelés en tant qu'adultes. Et donc, j'ai construit mon film autour de cette scène-là, avec en fait 3 personnages qui, au fond, voudraient la même chose, au fond, voudraient se connecter et parler, communiquer, et qui, en fait, chacun à leur manière, échouent. Et j'avais du coup envie de parler de connexion, de lien, de ces choses qu'on a tant de mal à faire en famille, juste parler, en fait. Et au final, j'ai mis beaucoup de moi et de mes émotions enfant, adolescente et jeune adulte dans les personnages. Et pour ce qui est du dessin, moi, c'est pas trop mon média, le dessin. Je préfère sculpter la lumière ou faire des recherches de matière ou apposer de textiles. Là, vraiment, j'y trouve ma jouissance. Et du coup, je fais un peu comme Mathilde. C'est un processus très difficile et je viens le mettre quand l'histoire a été écrite. En tout cas, là, c'est ce que j'ai fait. Par contre, j'ai beaucoup d'images, surtout des photos. Et je vais chercher beaucoup de références d'autres personnes, des BD, beaucoup de BD qui ressemblent, ou en tout cas qui ont l'ambiance de ce que je recherche. Et ensuite, quand mon histoire est créée, pour éviter de chercher trop d'images qui seraient ensuite évincées, je fais ça après avoir écrit. Super. Et donc, tiens, justement, est-ce que tu pourrais donc, toi, tu as fait ton film à l'ENSA, c'est ton c'est ton film d'école. Et on sait que tu es suivi par la société Vivement Lundi, je crois. Oui, en fait, je leur ai demandé. Justement, voilà, quelle va être. J'imagine que si l'équipe de Vivement Lundi, Jean-François Lecor, Mathieu Courtois et toute son équipe te suivent d'aussi près, c'est peut-être qu'ils ont l'ambition de produire un prochain film. Est-ce que ça va être le cas? Je pense que oui, mais peut-être pas, j'en sais rien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mon film fini, c'était le confinement, j'étais un peu démunie. Et je leur ai demandé, parce que j'avais des affinités avec cette société, ayant fait 2 stages là-bas, sur ce magnifique gâteau immémorable, je leur ai demandé s'ils voulaient bien distribuer le film. Et même si ce n'est pas une société de distribution, ils ont accepté. Et je crois qu'ils sont contents d'avoir choisi ça. Et en ce moment, j'y travaille parce que je fais En sortant de l'école, qui est cette année à Vivement Lundi. Du coup, super. j'y passe beaucoup de temps. Les films sont finis dans 1 mois. Et je pense que oui, mon programme, mon projet, ça serait d'écrire un nouveau film. Mais comme dessiner, c'est difficile avant d'avoir fini d'écrire, écrire un nouveau projet, c'est difficile avant d'avoir fini celui d'avant. Donc voilà, je regarde les mois à venir pour faire ça. Et je leur proposerai. Donc, je te laisse la parole, Axel. C'est vrai qu'en animation, les projets sont plus longs à produire, à créer au départ et à porter jusqu'au bout. Et là, vous commencez à les accompagner dans la promo. Et ça, c'est aussi un temps après qui prend aussi du temps sur la création, mais qui est hyper important. Moi, j'avais une question encore sur un peu les aspects vraiment très artistiques avant qu'on bascule plus sur une discussion autour de la distribution de vos films, des festivals dans lesquels vous avez été, où vous allez aller. C'est plus, continuons sur les sujets de technique, et vous avez chacun des styles et des techniques assez identifiés, mais est-ce que vous allez y rester et creuser ces sillons, ou est-ce que c'est des choses, des identités visuelles que vous pouvez encore faire varier? Et Bastien en particulier, toi, tu as plusieurs identités dans le film qui correspondent aussi à différents âges de la vision de tes personnages, donc c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Mais Héloïse, je sais qu'on en a un tout petit peu parlé avant, le prochain est aussi en stop motion avec des poupées de laine, mais
est-ce que tu envisages d'autres techniques? Et puis après, je propose qu'on refasse la boucle, pas trop longue, mais pour vous donner tous la parole. Qui a envie de parler de sa technique en particulier? Pourquoi celle-là et pas une autre? Vous avez un peu tous répondu dans... Moi, je veux bien commencer et après Voilà, oui. Benoît, il pourra enchaîner. J'ai l'impression quand même que en art et surtout dans l'audiovisuel, en fait, pour moi, choisir de faire de l'animation ou du live ou du théâtre ou d'écrire une BD, c'est un peu la même chose et c'est l'auteur qui va mettre ses affinités là-dedans. Et évidemment que la technique découle de l'histoire et que quand même la technique découle aussi de ce qui est capable de faire l'auteur ou l'autrice et ce qui lui plaît et ce qui lui fait plaisir. Ah, Héloïse, on a perdu le micro, Ouais. ou peut-être la connectique de... Il y a eu un petit claquement. Allô? Est-ce que je C'est peux mieux. Ok, pardon. J'ai perdu ce que je disais. Et puis la technique découle de ce que l'auteur sait faire et de ses sujets aussi. Oui, et du coup, pour moi, faire un film en live ou un film d'animation, eh bien, c'est la technique qui change, c'est pas trop le sujet. Et l'apport de la technique va être émotif, visuel, etc. Mais voilà, je pense que je vais continuer à faire du stop motion parce que c'est ça qui me parle et c'est ça qui me fait avancer. Merci, Paul. Et par contre, je l'imagine aussi très bien en banc-titre ou avec plein d'évolutions et je le vois bien faire avancer. Après, la laine, qui est quand même assez particulière et caractéristique, je l'aime bien parce qu'elle est malléable et elle permet une grande flexibilité. Alors, je m'imagine aussi continuer à aller chercher tous ces secrets pas dévoilés encore. Je crois que j'aimerais bien faire avec des acteurs et des actrices aussi. On y réfléchira. En tout cas, celui qui vient de se terminer, c'est exactement la même technique qu'à la mer poussière. Et toi, Bastien, du coup? En fait, le style pour Souvenir, c'est un style que j'avais développé pour le long métrage dont je parlais tout à l'heure, avec Jorge González, et que je voulais, à qui j'avais proposé de travailler comme directeur artistique ou comme chef déco, je ne sais pas trop, sur le long. Et j'étais très très content des résultats qu'on avait eus j'avais fait un petit pilote de quelques plans pour le long. Et quand je l'ai mis en stand-by pour commencer le court-métrage, j'avais choisi un style très très simple, de lignes claires, vraiment assez loin de ce que je fais d'habitude, où c'est toujours avec beaucoup de couleurs chargées, techniquement assez lourd. Et donc là, je m'étais dit, je voudrais faire un film qui puisse mettre l'accent sur l'histoire et où le graphisme serait le plus léger possible parce que pour moi, c'était l'histoire qui comptait. Et comme d'une part, j'étais frustré de ne pas pouvoir commencer à travailler tout de suite avec Jorge, et je pense que j'étais un peu flippette que mon scénario il soit pas bon. Et donc, je crois que pour me rassurer, je me suis dit, ah, on va faire un truc avec Jorge, et puis comme ça, ce sera super chargé graphiquement, ce sera très dense, et au moins, si l'histoire elle est nulle, le spectateur pourra se raccrocher à des jolies images. Donc, c'était une façon pour moi de me rassurer aussi. Parce que je pense que c'est aussi plus dur de raconter quelque chose et de faire passer des émotions avec peu de moyens. Ça demande beaucoup plus de talent, je pense. Et donc voilà, on est plus parti là-dessus. Au final, je suis très content parce que je pense que l'univers de Jorge, il est assez proche du mien. Si vous êtes familier avec ses BD, il traite à peu près que des sujets de mémoire autour de conflits ou de colonisation. Enfin, j'ai réalisé ça genre avant-hier. C'est qu'on traite absolument que des mêmes sujets. Et donc, c'est logique au final que son graphisme se soit parfaitement adapté, enfin, et une telle résonance avec Souvenir, je pense. Et voilà, je pense que j'ai répondu. Ah oui, et je suis très content qu'on n'ait pas commencé par le long parce que c'était une usine à gaz, c'était vraiment l'enfer à faire. Et on se serait bien cassé la gueule, je pense. Bon, Paul, raconte-nous un peu.
ta façon de travailler, ta technique? Bonjour. Moi, je suis un peu monomaniaque de la stop-mo. Je travaille que dans cette technique-là. Après, et, et honnêtement, j'ai vachement d'admiration pour les gens qui réussissent à, en tout cas, à naviguer entre les styles. Parce que moi, j'ai un besoin de répétition, en fait, pour avoir l'impression de progresser, quoi, de faire le même truc plusieurs fois pour un peu un rapport artisan, quoi, au style. Voilà. Donc, ouais, pour moi, c'est le volume. Après, ce que disait Héloïse par rapport au live, je comprends, enfin, je sais pas si, mais en tout cas, ça peut être un truc aussi qui pourrait me tenter parce qu'il y a pas mal de points communs, je pense, dans le rapport à l'éclairage et dans le rapport au le fait qu'on a un tournage. Je pense qu'il y a, il y a des, il y a des, il y a des ponts à faire quelque part qui traînent, euh, qui n'ont pas été encore trop explorés et qui peuvent être intéressants. Mais oui, pour l'instant, je reste dans la stop-mo parce que j'ai pas l'impression d'avoir fini mon apprentissage là-dedans et parce que et aussi parce que j'ai du mal à réfléchir différemment qu'en volume. Voilà. Qui ne s'est pas exprimé sur sa façon de... On a perdu Julie. On va passer à Mathilde, puis elle reviendra dans... Voilà, on va passer à Mathilde. Ok. Et ben, moi, j'ai toujours fait de la 2D et de la stop-mo, les deux. Mon premier film, Louis, de fin d'études de l'MK, était mélanger les deux techniques. Et j'aime bien faire plein de choses différentes tout le temps. Donc, j'ai quasiment à chaque fois fait un film en 2D, un film en stop-mo, un film en 2D, un film en stop-mo. C'est un peu plus facile la 2D pour moi parce que j'en ai plus fait, parce que j'ai plus dessiné, mais j'adore aussi la stop-mo. Voilà, et d'ailleurs, mon prochain projet de court-métrage en co-réalisation avec Emma Carré est un film en stop-mo, produit par Vivement Lundi. Voilà, une comédie musicale. Et puis en plus, là, comme on est deux, on essaye de mélanger nos univers respectifs. Et Emma fait plutôt de la 2D, du coup, c'est aussi intéressant avec nos dessins de voir après, en faisant des marionnettes, comment ça peut changer. Et elle a aussi une façon de faire du graphisme en pensant vraiment aux formes, des formes simples dans son graphisme 2D que moi j'ai beaucoup moins et que j'aime beaucoup et qui se prête bien à la stop mo. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus. Donc voilà, moi j'aime bien expérimenter et changer tout le temps. Donc dommage, on a perdu Julie, mais on va la retrouver. Évidemment, on le sait, et tout le monde sait que faire un film d'animation, quelle que soit la technique utilisée, c'est très long. Peut-être que c'est juste un peu long, c'est pas très long, c'est quand même, c'est un peu long. C'est un peu long. Donc, en parallèle à ces films, le temps de les faire, de réunir, et ce qui est génial dans l'animation d'ailleurs, c'est que ça mobilise l'énergie d'un tas de monde. Enfin, vos génériques le montrent, et puis on le sait bien de toute façon qu'il faut beaucoup de monde pour travailler sur une animation et pour vous aider à faire naître vos films. Mais en parallèle justement à la fabrication de ces courts-métrages, vous faites quoi? Vous donnez des cours? Vous continuez à en prendre? Comment vous organisez pour être... parce que est-ce que c'est 8 heures par jour? Est-ce que c'est comme si vous alliez au boulot? Aujourd'hui, je travaille sur mon film, j'ai tant d'heures à y passer. Aujourd'hui, je travaille... Comment ça se passe, justement? Lol. On le sait un peu, mais on se doute. Mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des jours où vous dites aujourd'hui, j'ai pas envie, quoi? Ou est-ce que vous êtes tenu, forcément tenu de toute manière on se le dit tous les jours. Un cahier des charges qui fait que, bah non, faut que ce soit fait dans tel... voilà. Je crois qu'il y a des... Pardon? Pardon.
Vas-y, pardon. Est-ce qu'on s'endort en pensant à notre film et est-ce qu'on se réveille en pensant à notre film? C'est ça la question. Est-ce que des fois Non, on peut est-ce qu'il y choisir? a des jours où il y a des jours où, voilà, aujourd'hui, vous devez avancer un peu et puis vous dites, ah non, j'ai pas envie, je ferai demain. Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est pas possible? Et puis, Il y a des jours comment où on ça se se dit passe? non, mais aujourd'hui, je peux pas, je bosse que 8-9 heures aujourd'hui. Mm. J'en peux plus. Il y a des jours où on se dit bon, pourquoi je veux faire ça? J'arrête le Ouais. cinéma. Et est-ce que vous avez pensé à comment dire, on sait tous que, bon, on appelle les films animés, quelle que soit la technique, encore une fois, des films d'animation. Mais quand même, vos films d'animation racontent une histoire. Donc, à ce titre-là, ils sont considérés comme des fictions aussi, des fictions animées, s'il faut utiliser. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Est-ce que vous pensez votre film comme un film d'animation ou comme un film tout court? Qu'est-ce que Comme un ça film vous tout évoque? court. Comme un film tout court, parce Eh qu'il non, est Paul, Un pensé, c'est pas film tout possible. court. bien Je sûr. pense qu'on est tous d'accord. Bah oui, mais c'est bien. Ah, Mais revoilà l'histoire. Julie. Oui, pardon, Revoilà Julie. je vous avais perdu. Voilà, je sais. Est-ce qu'on lui avait donné la parole à Julie pour savoir, je ne sais plus du coup. Axel, tu te. On t'a perdu au moment où on était en train de finir le tour sur le choix des techniques et la Voilà. possibilité d'en Oui. changer. Et ça va avec la question de Christine. Du coup, est-ce que vous pouvez faire d'autres, vous faites des films d'animation ou des films tout court? Est-ce que vous voulez faire des films en live comme Héloïse a suggéré tout à l'heure? Des vrais films. Des vrais Des, films. des- des films de chair Ah, fraîche. Il serait temps quand même. En fait, oui. Alors moi, j'ai un style hyper pop, mais que je compte pas forcément faire perdurer dans le temps. Enfin, que j'aime bien et que je réutiliserai si besoin. En fait, ce que j'adore, enfin, ce que j'apprécie dans le film d'animation, là, c'est que le style graphique, il doit ou il peut s'adapter à l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas comme un illustrateur obligé d'imposer un style pour dire, enfin, se définir par un style. Je trouve que le fait d'être réalisateur, ça nous permet de circuler dans le monde du graphisme ou dans l'univers graphique et de déplacer notre univers graphique pour le mettre au service de ce que doit raconter le film. Et donc, dans mes projets à venir, en fait, je pars sur des propositions graphiques très, très différentes de ce que j'ai fait jusqu'ici. Un travail d'animation plus texturé, plus dans l'animation justement, peut-être moins bâton. Et donc voilà. Alors après, le film de chair fraîche, le film de live, j'y pense parfois, mais je n'ai pas de projet pour l'instant qui viendrait nourrir ces pensées. Ok. Peut-être l'heure tourne. Est-ce qu'on passe à des questions, à votre rapport à comment vos films ont circulé, ont été vus l'année dernière dans des festivals où parfois vous avez pu vous rendre, parfois vous n'avez pas pu vous rendre, comme énormément de films. Et qu'est-ce que vous espérez de cette année 2021 qui s'ouvre? On vous les avait un peu demandé en préparation et vous avez chacun des réponses qui varient. Qui commence? Qui a son film qui a été sorti le premier? C'est Héloïse, en fait, l'année dernière, dans le circuit des festivals. Et Bastien, en Alors fait. oui, le premier festival, Annecy. Voilà. J'ai grandi à Aix-les-Bains, c'est à une demi-heure d'Annecy, et pourtant, j'avais jamais entendu parler de ce festival avant d'arriver aux Arts Déco à Paris. Du coup, j'avais très, très hâte de retourner dans ma contrée natale pour y présenter mon travail, tout ça. Et pendant 2 semaines, j'ai cru que ça allait avoir lieu, vraiment. Je ne se rendais pas compte à l'époque ce qu'on allait vivre. Et j'ai eu une petite fenêtre de tir en octobre où il y a eu des vrais festivals en vrai. Je suis allée à Rémal-à-Ramperche, à Lyon et à Nantes. Voilà. Formidable. Et moi, je rajoute une question pour chacun. Si vous deviez
nous donner le nom d'un réalisateur d'animation qui vous inspire, ce serait lequel dans les grands réalisateurs d'animation? Tu es en train de tirer ma question, Christine. Il y avait une Ah question. non, ça je ne te l'ai pas coupé, voilà, excuse-moi. Les deux questions. Quels sont les réals qui vous inspirent? Oui, enfin, desquels vous... Voilà. Je continue, après je vous laisse. Je réponds en premier Céline Sciamma. Ce n'est pas une réalisatrice de films d'animation, mais après tout, nous sommes aussi des réalisateurs et des réalisatrices. Et en animation, Sébastien Lodenbach, voilà, voilà. Très bien. Qui veut répondre maintenant? La même question que celle qu'a posée Axel tout à l'heure et à la mienne aussi. Je me lance. Moi, c'était un peu pareil que Héloïse. C'était une petite fenêtre de tir avec quelques festivals à l'automne. Mais au moins, la chance d'avoir pu avoir une projection en salle et de rencontrer le public, même si c'était vraiment pas beaucoup. Mais au moins, la chance d'avoir eu ça, c'est important, je pense, aussi pour pouvoir passer à la suite, pour pouvoir entamer d'avoir la capacité de se projeter sur le suivant, parce que je pense que ça a dû arriver qu'il y a des gens qui n'ont aucune rencontre avec le public. J'espère que vous l'avez tous eu, au moins une fois. Désolé, Julie. Et Julie, j'ai vu ton film à Trouville, et il y avait une projection publique. Et moi, j'ai vu ton film avec du public. En effet. C'est ça, c'est à la fois la question du public et à la fois la question du grand écran quand même, parce que pour tous vos films, ils sont quand même tellement beaux à voir en grand, on a hâte de pouvoir les voir ou revoir. Donc j'espère qu'il y aura pour les années à venir des rétrospectives des films des années 2020-2021. Ce sera comme je disais ça ce matin à quelqu'un, ce sera comme des grands crus oubliés qu'on va retrouver, que personne n'a vu. Ça va faire des petites pépites qui vont ressurgir et que tout le monde va vouloir s'arracher. Au meilleur prix. À toi, Paul? Oui. Le film est sorti, Précieux, on l'a sorti. On a fait plein d'efforts pour bien sortir les DCP une semaine avant le premier confinement. Donc on était super contents de nous. Et donc du coup, c'est un film qui a eu une carrière qui était et qui est encore en train d'avoir, du coup, j'espère. Une carrière qui est uniquement en ligne, quoi. J'étais invité au festival de Fantoche en Suisse, qui est le seul festival où j'avais été invité en présentiel. Mon Dieu, c'est horrible comme mot, mais voilà, j'en ai pas d'autre. Et tu l'as vu à Angoulême, ton film, non? De quoi? Tu l'as pas vu à Angoulême, ton film? On avait fait, en fait, on avait fait une projection avec mon asso, avec Dynamotion. Mais c'était juste nous, on avait projeté le truc, quoi, parce que on était tellement, on avait voulu faire un truc de Dynamotion, mon asso, dans lequel on voulait faire une projection et boire des bières, quoi. Donc on avait fait un truc, mais c'était nous qui avions organisé le truc. Après, pour ce qui était en tout cas de l'existence, voilà, quoi. Il y a aussi une superbe projection dans le 18e arrondissement, organisée pour la petite histoire, en fait, pendant le confinement, la première projection publique, je pense, de Précieux, c'est... C'était dans ma rue. C'était dans la rue, ouais, voilà. Je sais pas si tu veux raconter le truc, Mathilde. Oui. Vas-y. Et puis après, je finirai parce qu'il y a d'autres trucs, mais... Non, mais vas-y, finis plutôt, tu veux pas? Okay, ouais, enfin, pardon. Vite fait. Donc, en fait, en gros, le film... mais c'est une histoire rigolote. Qui veut des anecdotes? Non, mais en gros, le film a eu... voilà, moi, j'ai jamais été en salle, j'ai jamais vu en salle, quoi. Précieux. Et ça fait chier, honnêtement. Mais je sais pas, je vis avec, quoi. Ça m'a fait bizarre de pas avoir un peu la... En fait, passer un festival, c'est un peu la récompense.
quand on fait du court-métrage d'animation, plus que l'argent, clairement, je pense. Et du coup, en fait, ne pas avoir la récompense est un truc qui, paradoxalement, moi, m'a fait du bien, parce que ça permet de se recentrer un peu sur les raisons pour lesquelles on fait un film, qui est le fait de faire un film, en fait. Donc du coup, vu que j'écrivais un nouveau truc derrière, paradoxalement, ça m'a poussé à prendre plus de plaisir sur de l'écriture, quoi. Sur le fait de faire des films pour faire des films et pas pour aller en festoche. Voilà. Et donc, si tu devais nous donner le nom d'un réalisateur, d'une Ah oui, réalisatrice pardon. qui t'inspire, ce serait qui? J'aime beaucoup. À chaque fois, je sais pas. J'en ai deux. Il y a Niki Lindroth Van Bar, qui est une réalisatrice suédoise qui a fait Mon Fardeau et Simhal, qui travaille en stop motion et qui fait des films qui sont juste incroyables, je trouve, de modernité, de radicalité. Et en live, Paul Verhoeven. Voilà. Parce que Robocop, c'est vraiment très bien. Qui n'a pas répondu à cette question? Julie doit partir à 16h pile. Oui, alors Julie. Je répondrai un tout petit peu, mais Julie, si tu veux encore prendre la parole et répondre à cette question. Ouais, alors, vous l'avez compris. Enfin, donc moi, j'ai jamais vu mon film en salle. Et effectivement, il a eu en septembre-octobre, il y a eu une fenêtre de tir. Et moi, je travaillais très fort, notamment en octobre, pour Unifrance. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai plein d'invitations en novembre, donc je vais aller dans les festivals en novembre. Et badaboum, non, je n'irai pas dans les festivals en novembre. Et donc voilà, c'est frustrant. En même temps, je suis hyper contente que ce film, il existe et qu'il soit diffusé, qu'il fasse son tour de festival, même tout seul. Donc voilà. C'est sûr que je veux dire, je vais pas refaire un film l'année prochaine, et donc on se dit à quand le prochain tour de festival avec un film, mais voilà, je patienterai. Et fini. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, je crois que j'ai entendu qu'il y avait un truc d'invitation à vie pour tous les festivals à partir du moment où on avait sorti un film en 2020. Il me semble qu'on avait un truc. C'est ça, voilà, s'il y a eu un accident ou je sais pas quoi, il me semble qu'on a une carte. J'ai entendu ça, mais peut-être. Ça pourrait être pas mal. Moi, je vous invite à projeter vos films depuis chez vous sur les immeubles d'en face. C'était comme ça ma première projection. J'ai projeté celui de Paul aussi. Et ça fait une petite projection, quoi. C'est pas mal quand même. Oh. Oui, c'est grand public. Et donc, Julie, tes inspirateurs, les réalisateurs les réalisatrices qui t'inspirent? Mes réalisateurs. Alors, pour l'animation, Miyazaki, l'animation et même, je trouve que c'est un des plus grands réalisateurs de notre siècle. Donc voilà, Miyazaki. J'ai moins connu, j'aime beaucoup le travail de Mirai Misue qui a une œuvre totalement psychédélique et expérimentale que je trouve magnifique. Et on va rester au Japon, et le plus grand des grands, enfin non, il y en a plein des super grands, mais voilà, Kurosawa, j'adore. Je vous envoie juste un petit dessin que j'ai fait moi aussi pour illustrer 2021, et je vous quitte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour la très belle bande-annonce que tu as faite pour le festival en ligne organisé par Unifrance, qui est donc visible jusqu'à mi-février, c'est ça? Jusqu'au 15 février. La très belle bande-annonce a été réalisée par Julie Cathy. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était super de bosser avec vous. Et puis on espère pouvoir vous inviter à Unifrance et vous montrer vos films dans notre salle. Ils arrivent à faire des choses en même temps, c'est incroyable. Super. Pardon? Je vous montre mon 2021 et je vous quitte. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous l'envoyer, en fait, ça va être simple. Super. Très bien. Bravo, tu es la seule qui a respecté la consigne, j'ai l'impression. Oui, malgré ta consigne à toi. Au revoir et à bientôt, j'espère. En vrai. Oui.
À bientôt. Bon, est-ce qu'il y a des gourmands qui veulent déborder Ouais. de 16 heures et compléter des choses qu'on n'a pas dites? Ouais, moi Il y a- j'apprécie bien votre compagnie là, je peux continuer encore un bon moment. Tant qu'il y a un spectateur, on reste. Ah, on peut le faire juste pour nous aussi, hein, enfin. Ah, il reste du monde ou pas? Oui, oui, il y a des gens dans le Zoom et sur Facebook. On avait fini le tour, du coup, sur les inspirations et les... Ou Mathilde, tu n'avais pas donné ton... Non, moi, j'avais pas dit. Mais c'est difficile. Bon, forcément, Miyazaki, Satoshi Kon. J'aime beaucoup aussi Tokafundo en animation. Mais en fait, en règle générale, ce qui m'inspire plus, c'est le live. Donc, pour mon film, j'ai regardé à peu près je sais pas, beaucoup de films qui se passent dans le désert. Donc, j'ai vu Bagdad Café, Paris, Texas, Mad Max. C'est un film très différent que j'ai beaucoup aimé. Et puis l'art, quoi, en règle générale, donc les tableaux, la photo. Et c'est un peu comme Héloïse, j'ai beaucoup de références qui sont. J'ai un tableau avec beaucoup de références picturales. Voilà pour mes références. Et pour nos spectateurs, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, soit dans le chat, soit sur Facebook directement. On peut les répercuter et les exprimer à nos invités. Vous pensez tous au long métrage un jour, hein, forcément, ou pas nécessairement. Non, pas nécessairement, hein. Moi je Voilà, pense. Enfin, je pense que pour vous, les réalisatrices et réalisateurs d'animation, c'est pas forcément une nécessité. Il y en a beaucoup qui disent ça. Donc, et pas. Moi, j'aimerais. Pardon, vas-y. Non, je disais Vas-y, juste on a fait celle de Clermont-Ferrand. Enfin, moi je considère le court-métrage comme une forme. Enfin, que la longueur d'un film n'a pas d'importance et que si le film a besoin d'être court pour être efficace et pour tenir son propos, c'est très bien. Et je pense qu'il y a des gens qui ont une obsession pour le long qui est limite maladive, qui en fait c'est avant tout un truc ou je sais pas, d'ego, d'industrie, d'économie, etc. Mais en fait, quand on dit alors le long métrage, ça me pose question. Et je pense que des festivals comme Clermont qui mettent le court métrage à l'honneur, c'est vraiment super. ouais. Enfin, je te Après, rassure, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y a des réalisateurs qui disent non, moi je ne ferai jamais de long métrage. Et là, je parle de live aussi, hein, je ne parle pas forcément d'animation, bien sûr, qui nous disent bah non, moi j'ai pas de sujet pour écrire des longs métrages, je me sens bien dans le cours. C'est exactement ce que tu dis, Bastien. Moi, ce que je trouve Je ferai difficile. que non, le cours me va bien, je le porte. Je le porte comme ça, quoi. Je me projette comme ça et je me porte comme ça dans le monde du cinéma. Après, c'est vrai que c'est un peu Moi, ce plus que je trouve compliqué. Il faut en vivre de son art du court-métrage. C'est pas Vas-y, si facile Mathilde. que ça. Vas-y. Mathilde. Désolée. Non, je disais, moi, ce que j'ai trouvé compliqué là sur ce premier court-métrage pro, c'est de passer autant de temps pour que ce soit un film qui soit vu quand même, malheureusement pour l'instant, même si. Enfin, moi, je le vois comme ça. Pour l'instant, c'est quand même les courts-métrages très vus par des gens qui aiment le cinéma, qui aiment le court-métrage, qui du coup décident d'aller voir les films. Donc, on reste dans un milieu assez fermé. Et moi, j'ai envie de faire des films pour tout le monde. Et c'est déjà toujours difficile quand on monte des courts-métrages d'animation et les gens, des fois, ils osent pas trop dire. Ils font non, mais tu sais, moi, je connais pas. Ils vont dire non, mais le cinéma, c'est surtout pas pour les connaisseurs, c'est pour tout le monde. On raconte des histoires. Et moi, c'est ça qui me frustre du coup beaucoup dans le court-métrage et qui me donne envie de faire du long. C'est plus effectivement pas tant le fait qu'il faudrait faire une longue histoire, mais pour avoir accès à un public plus large. Et si le court-métrage était mieux distribué et qu'il y ait des séances, qu'il y en ait plus plus popularisées, j'aurais peut-être moins envie de faire un long métrage. Mais en tout cas, pour cette raison, ça me donne très envie de faire un long. Ouais, moi j'aimerais rajouter un truc. Je suis absolument complètement d'accord avec ce que dit Mathilde.
en général, sur tous les sujets. Non, mais je suis vraiment complètement d'accord. Surtout, quoi, voilà, pour une raison. Non, non, mais je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle dit sur le désir de s'exprimer à un maximum de personnes pour faire société par son art. Non, 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 non. Mais par contre, il y a aussi un autre truc que moi j'aime vraiment énormément, c'est le travail d'équipe. Et j'ai eu le privilège, entre les deux confinements, de bosser pour faire des effets spéciaux sur le prochain long métrage de Jean-Pierre Jeunet, où il y avait une très grosse équipe. Et j'ai trouvé ça juste superbe, en fait, de voir un truc comme ça. Et en fait, c'est un peu cette idée-là dans la manière de bosser qui donne envie. Simplement le fait le fait que ce soit un art collectif, en fait, le Cinoche, et que plus il y a de personnes investies, mieux c'est. Et il y a aussi un autre dernier truc qui m'intéresserait beaucoup, et c'est pour ça que j'aurais envie de faire de la série, perso, en ce moment, c'est le fait d'écrire à plusieurs, en fait. Voilà. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup l'écriture. Et être dans une writer's room, comme ils disent, et un truc qui me donne vraiment très envie, quoi. J'ai vu qu'il y avait une question que je me posais aussi dans le chat. Des effets spéciaux en stop-mo, du coup? Non, en live. En live, les FX, en fait, c'est des FX en stop-mo, c'était du costume. Donc, tu sais, vu qu'en stop motion, en fait, on utilise un peu les mêmes techniques que dans les effets spéciaux. C'est-à-dire qu'on va utiliser du moulage, du tirage, les matériaux de base sont les mêmes, quoi. Donc, en fait, c'est des métiers qui sont pas jumeaux, mais qui peuvent avoir quelques points en commun, quoi. Parce qu'un atelier d'effets spéciaux ressemble pas mal à un atelier stop-mo, quand on utilise le même produit, on a un masque à gaz pareil. Et donc, du coup, le parallèle peut se faire, quoi. Et voilà. Bon, Je sais on pas a si j'ai deux, bien Il y a des répondu. questions qui ont été et on a posées. deux petites questions, mais qui sont en fait plutôt pour je pense pour des producteurs ou des distributeurs. Il y a une question qui porte sur l'élément le plus important dans des documents de pitch pour obtenir des financements. Peut-être que dans vos préparations de projet, vous pouvez avoir un conseil sur le document qui peut permettre d'emporter l'adhésion de financiers, de financeurs. Et l'autre question, c'est plutôt Faire un- sur la distribution. Est-ce qu'il y a des distributeurs qui cherchent à distribuer des courts-métrages comme des longs-métrages? Mais oui, ça existe, c'est juste très difficile à convaincre les exploitants. Mais il y a des programmes de courts-métrages distribués en salle, ça existe bien sûr. Sur l'aspect... De toute façon, s'agissant de l'animation, quand même, moi, je ne peux pas imaginer que l'auteur du film ou l'autrice du film ne travaille pas main dans la main, du côté distribution, main dans la main avec le producteur et le distributeur. C'est quand même faire un dossier de presse, voilà, c'est quand même beaucoup du travail de l'animateur lui-même, et je vois pas comment on peut. Après, c'est vrai qu'une fois que le film est fini, que tous les éléments sont rendus, qu'un distributeur va pouvoir s'organiser tout seul pour diffuser le film, le vendre, etc., etc. Mais j'ai du mal à imaginer que l'auteur n'ait pas constamment un regard sur ce qui est fait, comment le film va fonctionner, être vendu, être diffusé, etc., etc. J'ai du mal à imaginer que vous que vous, que vous ne soyez pas partie prenante dans tout le suivi et toute la durée, pendant toute la vie du film en diffusion, quoi. Enfin, je sais pas, dites, peut-être je me trompe, je sais pas. Toi, Bastien, tu bosses beaucoup J'avais avec Miyu et ton producteur. Enfin, tu suis le travail qui est fait par Miyu Distribution, je pense. Tu étais en constant contact avec l'équipe de Miyu ou pas du tout? J'ai un téléphone rouge sur mon bureau, c'est une ligne directe en fait. Je fais allô. Non, ouais, non, bah, oui, bien sûr, il y a beaucoup d'échanges, surtout quand il y a une actualité forte pour faire la promotion du projet. Mais ce que j'avais pas compris, c'est le début de ta phrase. J'avais compris qu'en fait, tu expliquais que pour monter un projet de long métrage,
c'était difficile de partir sans avoir une discussion avec le producteur et un Non, là, distributeur on en pour était définir. la façon dont les films étaient projetés, la frustration que vous aviez, et puis Et des ou alors séances de c'est moi long. qui n'ai pas entendu un bout de phrase parce que j'ai des micro-coupures aussi. Il me semble que Axel évoquait Non, il y a, la enfin, diffusion des films aussi. Et par comment rapport à, Oui, pardon, excusez. vas-y. Par rapport à la diffusion des films, il y a un truc qui m'a beaucoup, où j'ai eu beaucoup de chance sur 2020, c'est que le film était coproduit par Arte. Et au début, j'avais peur que ça me fasse perdre des sélections, que des festivals ne le prennent pas parce que, en disant voilà, le film est déjà disponible sur Arte, donc on va pas le prendre. Et au final, ce qui était génial, c'est qu'il y avait des sélections. Donc j'étais là sur Facebook, genre ah, le film est sélectionné là. Puis les gens me disaient mais on peut pas le voir, comment on fait nan, nan. Et je leur disais il est sur Arte. Et donc c'était super d'avoir cette situation-là, quoi. Et d'avoir un relais de plateforme de stream où on peut le voir. Et voilà, je me demande s'il n'y a pas des choses à faire avec les distributeurs ou l'État ou les chaînes ou le CNC pour mettre en place en fait des moyens pour que, comme tu disais tout à l'heure Mathilde, que le plus grand nombre ait accès à des courts-métrages qui ont été produits cette année. Voilà. Je pense que c'est très compliqué à mettre en œuvre. Mais... Oui. C'est d'autant plus compliqué que vos films étant, entre guillemets, encore neufs, même s'ils ont déjà un vécu en festival, c'est très difficile à faire tant que la vie en festival est pas tout à fait terminée. On espère qu'elle va durer le plus longtemps possible, mais il faut au moins que vos films vivent leur vie, j'allais dire, normale par rapport à l'année où vous les avez réalisés, où ils ont été produits. Il faut leur laisser vivre leur vie en France et à l'international pour les sélections. Et après, il y a peut-être des possibilités, mais ça, c'est pas... je pense que c'est compliqué et que le problème va peut-être, et on espère que non, bien sûr, mais se posera peut-être de plus en plus si la pandémie et si le virus continue de nous chatouiller. Voilà, donc voilà. Et pour rebondir aussi, pardon Axel, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Mathilde, cette frustration et qui est partagée, un sentiment qui est partagé par vous tous, sur la frustration que vous avez de ne pas pouvoir vous déplacer pour accompagner vos films. Voilà, c'est juste un tout petit truc qui peut faire plaisir malgré tout, même si évidemment on sait nous-mêmes à Unifrance que ça ne suffit pas. Mais dans la plupart des festivals avec lesquels on a collaboré cette année, on sait que tous ont eu lieu en ligne évidemment. Et si on consulte les sites des festivals, on n'a pas le moyen de vérifier forcément, mais tous disent que le fait que les festivals aient eu lieu en ligne a attiré un nombre de spectateurs qui était multiplié par supérieur, je sais pas combien, fortement supérieur à ce que ça aurait été si les films avaient été vus en physique. Alors c'est pas... ça ne suffit pas à vous faire du bien, mais c'est quand même la preuve que voilà, on est à l'aube d'une autre façon de fonctionner. Il va falloir s'y habituer pendant un temps ou peut-être faire les deux, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà. Je voulais ce qui aussi manque, je vous trouve dire beaucoup. Mais c'est vrai, ça c'est chouette, mais c'est vrai ce qui manque, moi en tout cas, c'est les retours, en fait, c'est de pouvoir en discuter. Et c'est pour ça que c'est super, en tout cas, que vous ayez fait cette réunion, c'est super agréable de pouvoir discuter ensemble. Et quelque chose que ma mère a décidé de faire, elle a enregistré un ami à elle qui a commencé à donner son avis sur le film et à me l'envoyer. Et alors ça, c'est génial. Alors moi, j'incite tous les gens, quand ils ont aimé un film ou pas aimé même, s'ils ont envie d'envoyer leur avis en messages vocaux, c'est tellement plus chaleureux en plus qu'en message écrit. Et ça fait beaucoup de bien d'avoir des retours et pouvoir échanger sur les films. Ça, c'est cool. Ouais. Voilà. Après, il y a un truc, mais ça, en fait, c'est limite une question que j'ai envie de vous poser à tous. Mais est-ce que le fait, parce que paradoxalement, les films ont été plus diffusés en ligne, il y a eu et je continue à me dire que peut-être qu'un festival virtuel serait en fait plus accessible en termes de gens qui y vont, en fait, tout simplement, qu'un festival en physique. Et c'est vraiment une question que je me pose, c'est
Et là encore, je dis peut-être complètement de la merde. Mais est-ce qu'en termes de fréquentation, en fait, les festivals virtuels ne seraient pas plus fréquentés que les festivals en physique? Ça va dépendre, je pense, C'est plus des simple, quoi. festivals. C'est peut-être plus simple, mais Ouais. attention quand même, c'est que dans certains pays, ton film est tout neuf, il est sélectionné, je sais pas, je dis n'importe quoi, à, à tempérer. Il va, mais peut-être que ton film, il ne pourra être vu qu'en Finlande par des spectateurs Je finnois. vois. Ok. Voilà, Et sinon, s'il est visible par le monde Mm. entier tout de suite, il faut bien qu'il y ait des géoblocages et vos distributeurs, quand vous en avez, suivent ça de très près et peuvent demander le géoblocage Après, de je me certaines demandais. zones pour pas que ça nuise à la suite de la Mm. carrière du film. Après, je me demandais en fait, surtout par rapport aux audiences d'un festival en particulier, quoi, qui. Après, en même temps, tous les festivals sont. Enfin, je sais pas. Je me demande si. Moi, je trouve que Il y aurait pas. Ouais. Vas-y, je t'en prie, Mathilde. Non, pardon, mais moi, je vais juste réagir plus par rapport au fait que le voir en grand, quand même, c'est bien. Enfin, moi, je sais que j'ai un film quand même qui se passe dans un désert avec des grands décors et c'est un peu dur de me dire qu'il y a des gens qui regardent ça sur peut-être leur portable ou leur tablette et que je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, la salle de cinéma, quand Moi, même. j'ai Ouais, l'impression que c'est dur de se dire ça, mais comme tu disais tout à l'heure, j'ai aussi l'impression que ça touche un autre public. Oui, Et c'est des gens c'est qui vrai. peut-être le voient sur leur portable. Et oui, c'est très dur parce que ils le voient sur leur télé avec un étalonnage affreux. Mais c'est plutôt ça, ou alors ils ne l'auraient pas forcément vu. Et peut-être ça va leur donner envie d'aller au festival d'Annecy alors qu'ils habitent à Aix-les-Bains. Et que... En tout cas, c'est ce que je me dis. En tout cas, moi, par exemple, je reçois des messages sur Facebook de gens qui, par exemple, zappent ou étaient paumés et qui ne seraient jamais allés au festival. Et ça, c'est très touchant. En tout cas, ça me plaît. Et quand tu disais, Paul, pourquoi on fait des films? Parce que c'est pour faire un film et pas pour qu'il aille en festival. Quand même, moi, ce qui découle d'aller en festival, c'est pas que, yeah, la fame, on rencontre des gens et c'est cool. C'est aussi, il y a des gens qui le voient, quoi. Et moi, en tout cas, j'ai l'impression de faire des films pour les partager et pour les montrer. Pas seulement, mais quand même beaucoup pour sortir ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et du coup, bah, même si c'est... En tout cas, je trouve que c'est une chouette alternative. C'est chouette qu'il y ait pu avoir ça. Imagine, il n'y aurait rien eu de rien du tout. On ne serait pas en train de parler. En tout Ah, cas, mais je suis complètement, je suis Ouais. complètement d'accord avec toi, Elise. Il y a un truc de. Et c'est vrai que le but, c'est que les films soient vus dans tous les cas. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par ça, c'est que le truc actuel d'être privé du plaisir d'aller physiquement au festival, en fait, moi, quand j'ai su que les films en fait étaient malgré tout vus, en fait, effectivement, dans des conditions qui sont très bizarres. Moi, le truc de, j'essaie de pas trop penser au fait que c'était regardé sur un téléphone, sur un ordi, parce que je suis genre, n'y pense même pas, c'est trop. Mais après, c'est juste le fait d'être coupé de ce plaisir-là, en fait, m'a permis de me recentrer sur un truc, voilà quoi. Mais oui, évidemment, le but des films, c'est qu'ils soient vus. Voilà. Ouais, mais les solutions des festivals pour faire ça, c'est d'avoir soit du mix entre du physique et du online, soit de limiter les jauges online à des zones ou à un nombre de spectateurs en salle. Là, par exemple, Gérardmer, les courts-métrages étaient limités à, je ne sais plus, 500 spectateurs. Donc, ils sont visibles par tous, mais ils ne sont pas dégradés dans leur valeur par rapport aux autres diffuseurs qui vont le diffuser après. Et nous, on a, petite pub pour Unifrance, depuis 10 ans, un festival en ligne qui est en ce moment, que l'équipe numérique suit très fortement et qui met en ligne dans le monde entier des longs métrages, des courts métrages traduits avec des coûts de publicité partout. Donc, et ça arrive plutôt quand les films ont déjà pu vivre une vie économique dans des festivals, puis dans des diffuseurs classiques. Mais c'est sûr que c'est un outil extrêmement utile pour étendre l'accessibilité des films à d'autres. Peut-être on va terminer cette session. Il est 16h20, on a dépassé de 20 minutes. Merci beaucoup tous les... J'ai une copine qui réclame qu'on remontre les dessins encore parce qu'elle a raté. Alors, remontrez les dessins, mais surtout vous pourrez nous les scanner, envoyer et on les mettra sur nos réseaux sociaux.
Super, Ça merci fait une beaucoup. belle image de fin. Émeutez-les en même temps, comme ça on vous voit tous. Ouais, génial. Voilà. Génial. Super. Du coup, J'ai on dessiné quelqu'un qui fait de la batterie parce que j'ai envie de voir des concerts et ça me fait chier. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, on se voit bientôt Merci en à vous. vrai, Au Ça te- revoir. physique. À Au revoir. bientôt, merci beaucoup. derrière. Merci. Merci.